C'est guidé par Marc Bayard, responsable de la mission de la valorisation des métiers d'art et de l'innovation au Mobilier National, que nous évoquons au micro cette grande institution unique en Europe et son rôle dans la préservation des métiers d'art. Cet historien de l'art à la pensée profondément raffinée nous invite à réfléchir sur le rôle des arts décoratifs au fil des siècles jusqu'à notre époque contemporaine. Marc Bayard, bonjour. Bonjour. Le Mobilier National, c'est plus de 130 000 objets, meubles et textiles. Le chiffre est donné par le site internet du Mobilier National. 130 000 objets, c'est au fond un chiffre qui a de quoi donner le tournis à tout historien qui est en charge de la gestion de ce patrimoine. Oui, c'est en fait le symbole de 4 siècles d'histoire, puisque le Mobilier National est fondé au XVIIe siècle. Ça s'appelle à l'époque le garde-meuble de la couronne, et même c'est beaucoup plus antérieur, puisque la fonction de garde-meuble remonte au Moyen-Âge. Donc en fait, c'est 130 000, c'est, j'allais dire, presque 130 000 ans à l'échelle des arts décoratifs. En fait, c'est 4 siècles d'histoire depuis Louis XIV jusqu'à nos jours. Donc c'est pour ça que cette collection est aussi importante en taille et aussi en valeur. Et puis aussi 600 lieux de dépôt à travers le monde. Et cela, ça dit aussi la France dans le monde. Tout à fait, c'est 600 dépositaires de droits, plus ceux qui peuvent nous le demander et qui peuvent recevoir des meubles après un passage en commission. Mais c'est ce que vous soulignez, ça signifie aussi le côté totalement unique du Mobilier National. C'est pas simplement un effet de cocorico, mais c'est bien réel. C'est le seul garde-meuble de cette configuration et de cette espèce et de cette nature et de cette temporalité au monde. Il n'y a pas d'équivalent. En fait, on est un lieu qui est créé il y a 4 siècles et qui depuis exerce avec un certain nombre de personnel, plus de 400 personnes, dont 50 apprentis et des techniciens d'art, beaucoup de techniciens d'art, à peu près 250 personnes. Et ça, ce modèle-là où on est dans la collection et dans la création, il n'y en a pas d'autre. Et vous avez, il me semble, écrit un livre sur les garde-meubles en Europe. Tout à fait, je tendais la perche. En effet, c'était, en fait, on se connaît mieux qu'en se définissant par rapport aux autres. Donc la question c'était mais alors, sommes-nous uniques ou pas? Et en fait, oui. Alors il y a d'autres garde-meubles. Il y en a en Autriche, il y en a évidemment en Angleterre, il y en a dans les cours. Il y en a en Espagne, mais toutes ont des modèles totalement différents et surtout, elles sont toutes tournées en fait vers le passé. Et pas du tout, quasiment pas vers la création contemporaine, alors que nous faisons que de la création contemporaine depuis 4 siècles. Et ça, c'est unique. Vous nous rappelez bien l'unicité du Mobilier National. Que disent tous ces objets, en fait, de l'institution ? Ils disent beaucoup de choses, et beaucoup de choses, en fait, très profondes. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire de l'art, parce que je suis historien de l'art. J'aime bien comparer, j'aime bien parfois des approches un peu schématiques, un peu simplificatrices, mais qui permettent de bien comprendre. En fait, pour bien comprendre l'histoire de l'art en Europe, on peut dire qu'il y a 2 foyers. Il y a un foyer italien qui invente la perspective au Quattrocento avec Alberti, qui en fait crée la bidimensionnalité dans la 3e dimension. On crée la 3e dimension par une surface. Et ça, c'est l'invention miraculeuse presque italienne. Il y a un autre modèle qui est un peu plus ancien, qui est en fait le décoratif en 3 dimensions. Et c'est l'art de la cathédrale, c'est l'art gothique et c'est l'art français en fait. Et depuis le Moyen-Âge, nous sommes en fait un des summums de l'art décoratif avec des moments plus ou moins forts. Évidemment le XVIIIe siècle, évidemment les années 30. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un renouveau des arts décoratifs français dans cette appréhension de la tridimensionnalité de l'art. Et ce renouveau dit aussi un attachement, si je ne me trompe pas, viscéral, intrinsèque à la création. Alors, intrinsèque à la création, mais aussi à un autre rapport à l'art. En fait, quand je vous exposais tout à l'heure l'art italien, en fait, nous sommes devant une œuvre en perspective, nous ne sommes, si je puis dire, que acteurs, que spectateurs. Nous sommes devant et nous sommes rarement dedans. Alors que l'art décoratif, nous sommes complètement à plein et nous vivons de la création. Quand on s'assoit dans une chaise avec un textile en broderie, en textile, en tapisserie, en textile, en soie, nous vivons dans l'œuvre en fait. On ne s'en rend pas compte et on est tellement imprégné dans notre culture française qu'on ne se rend plus compte que finalement c'est de l'art et c'est de l'art qui accueille du corps, qui accueille des personnalités et des vies. Et tout en même temps, je dirais, au travers de ce meuble, c'est toujours l'époque qui est en constant questionnement aussi.
Alors, aussi, la grande force du design, des arts décoratifs, c'est d'être toujours à la question de l'usage. Alors, vous allez me dire aussi, l'art en général, c'est évidemment une peinture au XVIIe siècle n'a plus le même usage qu'aujourd'hui. Mais en fait, l'art décoratif est complètement imprégné de cette notion du rapport avec l'usager et l'objet. Et on cite souvent l'invention du design au XIXe siècle. En fait, non. Encore une fois, c'est les Français qui inventent alors, non pas le concept, non pas le mot, mais la détermination. C'est en fait le XVIIIe siècle. C'est une magnifique exposition au château de Versailles. Il avait montré il y a 4-5 ans. C'est en fait l'interaction entre la forme et l'usage, entre la forme et la fonctionnalité. Et ça, c'est une des forces. Alors, on n'est pas les seuls, mais c'est une des forces de l'art décoratif français. Peut-être peut-on prendre un exemple justement de la force de ces arts décoratifs qui continuent de produire, de questionner leur époque et d'avancer, et puis aussi de peaufiner leurs gestes. Cette exposition qui s'est terminée en janvier, mais qui reviendra peut-être, parce qu'elle n'était pas une première déjà, je parle des aliénés du mobilier national. Et là, la démarche était réellement propre au mobilier national, en fait. Alors, d'abord, première nouvelle, bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une 3e édition l'été prochain, mais alors à Toulon, pour aller voir les Aliénés 3. Alors, on va peut-être pas l'appeler les retours, mais je sais pas comment. C'était déjà le retour. Voilà, donc ce sera le 3e, donc ça va, la 3e aventure, à partir de fin juin et tout l'été à Toulon, on pourra découvrir la 3e campagne des Aliénés. Et là, il faut rendre hommage à Yves Badetz, qui était le commissaire et l'inventeur de cette idée. C'est qu'en fait, le terme aliéné parle d'un concept juridique. En fait, toute œuvre qui rentre dans nos collections est inaliénable. Et un aliéné, c'est quelque chose qui sort. Et la plupart des collections publiques ont des œuvres qui sont inaliénables. Nous avons la possibilité d'aliéner des œuvres. Alors, les aliéner, pourquoi ? C'est que généralement, elles n'ont aucune valeur pécuniaire, aucune valeur de signature, aucune valeur historique, et que généralement elles ont eu un usage qui n'a pas reçu des grands de ce monde, si je peux dire, dans l'histoire. Donc des œuvres qui finalement n'ont vraiment pas de valeur en tous les sens du terme. Et au lieu de les laisser dans nos dépôts ou au pire les détruire parce qu'elles sont en mauvais état ou les vendre, on les a confiés à des artistes, à des artisans, à des designers pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Et du coup, c'est en fait une pensée de l'upcycling, du recyclage, du retour par un détour créatif. Et là, où, en fait, c'est le symbole même de notre institution, puisque on existe depuis 4 siècles. Et en fait, on est le mobilier national, c'est ce que j'aime bien dire, c'est un corps à 2 jambes. Une jambe tournée vers le passé, collection, restauration, et une jambe tournée vers le présent et l'avenir, la création. Et en fait, nos ateliers de restauration peuvent restaurer toutes nos œuvres historiques. Et même aujourd'hui, l'atelier recherche et création, quand ils créent des œuvres, ils pensent à leurs successeurs dans 50 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, en disant ça, on va utiliser des matériaux qui pourront être réutilisables, qui pourront être changés, et donc on ne fait pas des œuvres qui doivent être jetées, en fait. C'est vraiment dans une pensée du cycle, et ça depuis 4 siècles. On peut justement parler de vocabulaire, puisqu'on a parlé des œuvres inaliénables. Est-ce qu'il y a un langage propre au mobilier national, un vocabulaire made in mobilier national ? Alors, forcément, avec une histoire aussi longue, on a des vocabulaires. Moi, je sais, la première fois que je suis arrivé, nous avons à l'intérieur du mobilier national un service, le SMT, Service Magasin et Transport, des gens formidables qui pas simplement qui portent les œuvres, mais qui savent les installer. Et la première fois, on me dit, on va en ville. On est dans les Gobelins. Quand on dit ils vont en ville, je dis, mais ils vont où ? Ils vont dans Paris, parce qu'en fait, les Gobelins étaient dans les faubourgs. Et en 4 siècles d'histoire, on a gardé cette expression, on va en ville. Simplement plutôt dans les quartiers centraux. Ça, c'est un des premiers thèmes assez amusants. Alors évidemment, il y a aussi le thème, on va au palais. Palais de l'Élysée, ou alors des termes plus charmants, j'allais dire, quand un meuble passe avant d'être installé, il n'a pas besoin d'une grosse restauration, il a besoin d'être juste nettoyé, on appelle ça un bichonnage. Voilà, ce sont des terminologies, puis après il y a toutes les terminologies plus techniques, plus, évidemment, qui sont peut-être pas propres à nos ateliers, mais évidemment on a comme ça des termes d'usage. Vous qui êtes chef de la mission valorisation métiers d'art et innovation, comment est-ce que vous concevez votre mission ? Alors ça, c'est une question presque philosophique. Je dirais que j'ai la chance et le bonheur, depuis que je suis
suis dans la vie active, d'être dans des institutions fondées par Colbert. Donc ça oblige, puisque j'étais avant à la Villa Médicis, créée par Colbert en 1666, et le Mobile National qui est aussi à peu près de la même période. Donc du coup, justement, l'appréhension du temps n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une temporalité. Ça ne veut pas dire être immobile, loin de là, c'est être toujours en mouvement, mais toujours s'inspirer. Alors pour un historien de l'art de formation, c'est plutôt agréable. Toujours se dire dans quelle ligne je me situe, dans quelle perspective, et surtout être du coup à l'écoute au maximum, ce qu'on peut le faire, de son temps présent, pour que se dire, dans 4 siècles, les institutions pour lesquelles je travaille seront toujours là. C'est pas simplement faire du contemporain pour faire du contemporain, c'est se dire quels sont les signaux faibles d'aujourd'hui qui peuvent devenir des signaux forts, quels sont les actions sur lesquelles je peux m'inscrire. Et j'avais cette image quand j'étais à la Villa Médicis, mais qui est un peu aussi l'image qu'on peut avoir pour le Mobile National. C'est une montre avec 3 aiguilles, une aiguille des heures, le temps long, l'aiguille des minutes, moyen plus court, et l'aiguille des secondes, qui est l'actualité immédiate. Et en fait, la bonne direction, c'est quand tous les engrenages arrivent à fonctionner ensemble et qu'on a une direction horaire, si je peux dire. Est-ce que vous expérimentez quand même quelquefois des tensions ? Est-ce qu'on peut concilier, quand on est à votre place, le monde extérieur, sa dévotion de l'éphémère, de la facilité, reproduite à l'infini ou presque, et puis l'esprit du mobilier national qui, au contraire, préserve la précision, la beauté du geste, l'objet de l'art ? Question pas évidente, parce que vous me demandez si on sait orchestrer l'instantané et l'imprévu avec la longue durée. Forcément. En tout cas, moi, personnellement, je déteste les habitudes. Je déteste être dans mon confort absolu. Donc, même si, comme tout le monde, j'aime bien être rythmé par des quotidiennetés. Mais je me lasse vite, en fait. J'ai besoin de toujours être en éveil. Et en fait, il y a 10 ans, quand je suis arrivé au Mobile National, un peu plus, j'ai voulu orchestrer aussi ces temporalités différentes. Et c'est pour ça que j'ai créé les activités pédagogiques aujourd'hui, de petits mobs pour les jeunes publics. Et les attentes d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 10 ans, loin de là. J'ai créé aussi les conférences, maintenant les rencontres des savoir-faire, qui me permet d'être en veille constante. J'essaye de faire venir des gens sur différentes thématiques, et là aussi très transversales. C'est le premier lieu français quand même de 18 séances par an dédiées au métier du savoir-faire. Je ne connais pas d'autres lieux. Et aussi le troisième aspect, c'est les cartes blanches à des artistes beaucoup plus expérimentales. Là, j'ai été le commissaire d'exposition Harry Nourieff, qui est assez disruptif dans sa manière et très intéressante dans ce rapport au temps, justement. Et donc c'est à chaque fois par différentes orchestrations, j'essaye de faire entrer de l'imprévu et de l'introduire ou pas dans la longue durée. J'ai une dernière question un peu plus personnelle et peut-être tentée d'un tout petit peu d'humour. Quand on est comme vous au contact permanent d'objets de caractère, d'objets parfois uniques en bien des points, est-ce qu'on développe un sens particulier ? Par exemple, je pense à l'envie de collectionner ou bien au désamour profond de tout objet qui serait trop commun. Non, je dirais d'abord que ce sont des objets du quotidien. Un peu le bégueule. Alors, non, du quotidien du travail. Voilà. Donc, dans la réserve Perret, on a du mobilier exceptionnel qui ont appartenu à tous les rois, reines, empereurs et présidents. C'est sûr que ça donne une autre chose. Moi, c'est pas tellement dans l'appétence pour les objets, parce qu'en fait, je me suis désengagé de l'accumulation. Pour des raisons personnelles, mais donc je ne suis pas collectionneur. J'admire ceux qui le sont, mais moi je ne le suis absolument pas. Mais en revanche, j'ai découvert d'abord une culture de la matérialité, c'est très très important. J'étais historien de l'art, j'ai travaillé sur le décor de théâtre, d'un point de vue plus théorique et historique. Là, j'ai appris, et notamment au contact des artisans d'art, de nos techniciens d'art, à saisir leur langage, à faire comment ils font, j'allais presque dire, faire chanter un meuble. Quand il vous explique que tel trou, telle inclination d'un trou dans une semence, c'est-à-dire dans un clou de tapissier, telle encoignure signifie telle restauration à telle époque, telle hachure sur un bois veut dire que ça remonte à avant 1800 parce que c'était pas la scie électrique, mais la scie. Bon, c'est des manières de voir le savoir-faire et derrière les hommes et les femmes, surtout les hommes pour les époques les plus anciennes, sur ces savoir-faire. Là, oui, c'est plus de la manière de goûter un récit que l'objet qui est évidemment exceptionnel. Et
puis l'autre aspect, évidemment, c'est j'ai un regard un peu plus perçant aujourd'hui sur la beauté des objets et leur finesse qu'avant de rentrer au Musée national. Quelle belle expression, goûter un récit. Merci. Merci beaucoup, Marc Bayard, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci à vous.